Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau format, à ce nouveau midi discussion du collectif Échec aux paradis fiscaux. Donc, je m'appelle Edgar Lopez-Asselin. Je suis donc le coordonnateur du collectif Échec aux paradis fiscaux. C'est moi qui aurai donc le plaisir d'animer la discussion aujourd'hui avec notre invité. D'ailleurs, donc, en parlant de notre invité, je suis très heureux d'accueillir Colin Pratt, donc, qui est chercheur à l'IRIS, à l'Institut de recherche et d'information en socio-économique, et donc co-auteur avec Sophie Elias Pinsonneau de l'étude dont il sera question aujourd'hui et qui s'intitule donc l'évitement fiscal depuis le Luxembourg, la filière canadienne. Donc, c'est une étude qui est sortie début de novembre dernier, qui a fait quand même un peu de bruit dans les médias, mais qui conserve donc, je pense au regard là, de l'actualité politique, vraiment une actualité brûlante. Là. Puis on aura, je pense, l'occasion d'y revenir durant la discussion. Alors, notre objectif aujourd'hui, je pense que ça va être de présenter donc les grandes lignes de l'étude, d'essayer aussi de faire ressortir certaines conclusions politiques. Nous, notre mission à Échec aux paradis fiscaux, c'est bien entendu là, de renseigner les gens, d'essayer aussi de politiser un enjeu qui d'emblée semble très technique, pour susciter dans l'espace public une forme de débat éclairé sur la question fiscale. Peux-tu peut-être, avant qu'on se lance vraiment dans le cœur là, de l'étude, nous dire un peu qu'est-ce que fait l'IRIS et comment le travail que vous faites sur les paradis fiscaux, sur l'évitement fiscal, s'inscrit dans votre action, dans votre recherche principale? Oui. D'abord, bonjour Edgar. Merci beaucoup pour l'organisation de me recevoir aujourd'hui. Je suis toujours très heureux de discuter de ces enjeux-là qui sont sous-discutés et pas assez mis de l'avant malheureusement dans l'espace public. L'IRIS, on est un institut de recherche. Ce qu'on propose, c'est de produire de l'information, des données qui permettent un contre-discours aux idées politiques dominantes dans l'espace public. Particulièrement ces temps-ci, en termes de contre-discours, là, on nous explique depuis bientôt presque des mois que la crise du logement s'explique par le trop de personnes immigrantes. Même chose pour notre système d'éducation, une surcharge sur nos services publics. C'est un discours politique qui est, je dirais pas pauvre, mais surtout appauvri, parce que c'est intentionnellement qu'on le présente comme ça, parce que c'est bien commode pour le gouvernement de parler des autres, des boucs émissaires, plutôt que de se retourner vers lui-même, sa propre position, qui lui permettrait d'intervenir sur les réelles causes. La crise du logement, par exemple. Là, quand on parle des immigrants, on ne parle pas de la spéculation immobilière, de la location court terme, du sous-investissement dans le logement social, pour ne nommer que ceux-là. Puis, en matière de paradis fiscaux, bien évidemment, ça s'inscrit dans cette tentative d'enrichir le débat public. On est en période pré-budgétaire. Le gouvernement a annoncé ses cartes. Il entend faire porter le chapeau du déficit anticipé, le déficit budgétaire, aux négociations des conventions collectives. Ce serait la faute de syndicats trop avares et qui ont obtenu les faveurs du gouvernement. Donc, bref, on va cadrer le problème des finances publiques comme étant un problème de dépenses et non pas un problème de revenus. Puis, la question des paradis fiscaux, l'enjeu des paradis fiscaux est tout désigné pour accomplir ça, pour recadrer ça. C'est dire, c'est un refrain auquel on est habitué. Pourtant, les paradis fiscaux, qui existent deux classes de contribuables, ceux et celles qui peuvent éviter de payer l'impôt en toute légalité et les autres qui ne peuvent pas y échapper. C'est un refrain qu'on connaît de plus en plus, mais pourtant, en matière de statut rhétorique, discursif, il demeure anecdotique. Il n'y a pas le statut qui mériterait pour expliquer nombre de crises qui nous affligent socialement. Puis la recherche qu'on a fait paraître en novembre dernier avait notamment pour objectif ceci, de toujours resituer cet enjeu-là comme étant fondamental dans notre époque contemporaine. Ouais. Oui, je pense que tu le dis bien. Là, il s'agit comment dire, je pense que notre objectif aussi à nous, Échec aux paradis fiscaux, essayer de transformer un contre-discours, en fait, d'offrir un contre-discours, puis de placer au cœur des discussions publiques un problème qui est sous-évalué. Je pense que tu parles, c'est très intéressant, tu parles de deux classes de contribuables.
en choisissant de travailler donc, sur le Luxembourg, vous ciblez une classe particulière, c'est-à-dire les multinationales. Donc, le Luxembourg, on le sait, bon, peut-être qu'on ne le sait pas, mais a pour particularité, en tant que paradis fiscal, d'offrir donc des conditions de gestion et d'imposition exceptionnelles aux grandes entreprises multinationales. Donc, chaque paradis fiscal a un peu sa niche, là, il brade ses droits dans une certaine frange là, de la juridiction. Puis, dans le cas du Luxembourg, c'est vraiment la question là, des multinationales. Donc, vous avez vraiment, je pense, pour commencer à parler un peu là, du rapport lui-même, vous avez fait un travail monstre. Vous avez étudié plus de 1000 documents issus de bases de données du Luxembourg pour essayer donc de constituer donc, un portrait des activités canadiennes et québécoises au Luxembourg. Donc là, ce travail-là, donc tu me corrigeras, je pense que c'est un portrait qui est un peu en deux temps. Donc, on essaye de faire la somme de quantifier la présence des sociétés affiliées à des sociétés canadiennes au Luxembourg, puis de donner une espèce de portrait des stratagèmes d'évitement fiscal qui peuvent être pratiqués par ces sociétés-là au Luxembourg. Puis donc, j'ai des chiffres devant moi. Là. Les chiffres que vous compilez sont vraiment impressionnants. Donc, pour 2021, on compterait 36 multinationales canadiennes qui cumuleraient pour près de 137 milliards, 137,5 si je ne me trompe pas, d'actifs via des sociétés domiciliées au Luxembourg. C'est ça? Donc, puis pour la période entre 2011 et 2021, ce serait donc en tout même plus de compagnies, donc jusqu'à 59 sociétés canadiennes, dont 33 québécoises, qui ont transféré des bénéfices vers le Luxembourg. Et vous estimez, donc durant cette période-là, 2011 à 2021, je pense, l'augmentation annuelle des transferts de bénéfices à peu près 20%. Donc, le Luxembourg, je le rappelle, un État où le taux effectif d'imposition sur le bénéfice de ces sociétés est souvent inférieur à 1%. Dans l'étude, on voit quand même des chiffres là, renversants, des 0,55%, des trucs qui sont absolument... qui, dans un État de droit, en tout cas, nous semblent tout à fait farfelus. Je vous comprenne peut-être un instant pour nous lancer dans une question presque méthodologique, mais qui l'est pas vraiment, qui est profondément politique. Comprenez un instant pour mesurer l'ampleur du travail. Il y a une raison pour laquelle vous avez ciblé le Luxembourg en particulier, puis c'est parce que le Luxembourg offre des conditions particulières, mais pourquoi se pencher sur le Luxembourg? Pourquoi pas un autre paradis fiscal? Qu'est-ce qui, au Luxembourg, rend possible le genre d'études que vous avez fait? Excellente question, pour deux raisons principales. La première, tu l'as mentionné, toute entreprise multinationale qui se respecte se doit d'avoir une filiale écran au Luxembourg. C'est une question de prestige, presque. Tout à fait. C'est une plaque tournante. Puis aussi parce que le Luxembourg est membre de l'Union européenne. Donc, évidemment, il y a une sécurité juridique, politique à y transiter les capitaux par là. Donc, pour avoir, disons, un coup de sonde de où en est l'évitement fiscal sur le plan mondial, ben, que d'aller voir le Luxembourg, c'est un bon baromètre. Okay. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le Luxembourg est un paradis fiscal, pas comme les autres. Un paradis fiscal, on peut le définir à partir de deux piliers. Le premier, des taux d'imposition presque nuls. Et le deuxième, il prévaut un secret bancaire, fait une confidentialité. Mais le Luxembourg est le seul paradis fiscal où cet élément de secret, de confidentialité, a été sérieusement mis à mal dans les dernières années du fait d'être membre de l'Union européenne. On va retourner il y a quelques années, en 2014, arrive une fuite d'informations, les LuxLeaks, qui vont particulièrement faire mal paraître le gouvernement du Luxembourg, qui, on pouvait le présenter comme étant complice des stratagèmes d'évitement fiscal, malgré ses prétentions. Et à partir de ce moment-là, il y a des pays de l'Union européenne qui vont mettre la pression sur le Luxembourg pour qu'elle augmente sa transparence. C'est ce qu'on va lui demander. Fait que c'est sur les deux piliers, là, absence d'imposition puis secret bancaire, on va intervenir du côté de l'Union européenne sur le secret bancaire pour augmenter sa transparence. Et ça va arriver à des résultats. Depuis 2016, le Luxembourg publie sur l'équivalent de son registre des entreprises, ils sont un registre d'entreprises du Québec, là, c'est la même plateforme. Sur ce registre-là,
toutes les entreprises qui ont domicile au Luxembourg, donc les milliers de filiales d'entreprises multinationales qui sont établies, on va, du côté du Luxembourg, publier les états financiers annuels de ces entreprises-là, avec des colonnes comptables très détaillées sur les actifs, les profits, les salaires, différents mouvements de capitaux. Bon, ça existe depuis 2016. Fait que c'est le seul paradis fiscal, à ma connaissance, qui rend disponible au public gratuitement, de façon électronique, les données fiscales comptables de ces entreprises, ce qui rend possible l'exercice qu'on a fait, c'est-à-dire recenser toutes les entreprises canadiennes qui ont au moins une filiale au Luxembourg et étudier leurs données fiscales. OK, super. Donc on parle presque d'un paradis fiscal qui n'est pas si opaque que ça. Puis donc, c'est intéressant parce que, pour en avoir parlé récemment avec des collègues australiens qui travaillent sur les activités d'entreprises canadiennes, Brookfield, par exemple, qui est un fonds d'investissement très important au Canada, qui est d'ailleurs présent au Luxembourg, 119 filiales au Luxembourg, Brookfield quand même, une grosse activité bien vigoureuse. Donc des collègues australiens qui nous disaient que le Canada et lui-même, même si ce n'est pas un paradis fiscal à proprement parler, est une juridiction assez opaque. On a la misère à accéder aux documents nécessaires pour dresser le portrait des activités de sociétés comme Brookfield à travers le monde. Parce que Brookfield, comme l'illustre le cas là, des 119 filiales au Luxembourg, des investissements où ils paient, donc, disons, très, très peu d'impôts. Puis donc ce qui montre quand même, je pense, assez bien que la transparence n'est pas une chose acquise. On parle d'un paradis fiscal, donc c'est pas les Bahamas sont pas aussi transparents, la Barbade non plus. Nous, on a lancé une campagne l'an dernier qui s'appelle Démasquer, condamner, encaisser. Il correspond en quelque sorte aux 3 angles là, par lesquels on peut aborder la question des paradis fiscaux. Puis le premier mot, démasquer, correspond à l'angle là, de la transparence. Je pense que les gens tiennent souvent pour acquis qu'on a accès à ces informations-là, ce qui n'est pas le cas. Donc, il est possible de croire qu'une étude comme celle-là ne serait pas nécessairement faisable au Canada. Est-ce que tu sais un peu si vous auriez pu produire une étude comme ça, avoir accès aux registres d'entreprise des grandes compagnies canadiennes? D'abord, par rapport à la transparence, c'est intéressant de relever qu'avec le Luxembourg, on peut conclure que la publicité des malversations fiscales des entreprises ne les empêche pas pour autant de continuer de le faire. Fait que plus de transparence, on peut le voir comme une bonne chose, mais on peut aussi le voir comme, disons, ça donne une mesure d'à quel point ces acteurs se sentent tout à fait intouchables. Une pleine impunité, là, absolument. Puissant parce qu'ils persistent désormais aux yeux de tous et toutes, dans le cas du Luxembourg, à accomplir leur évitement fiscal en toute transparence. Donc, la question de la transparence comme, disons, objectif politique de lutte aux paradis fiscaux est une condition, certes, peut-être nécessaire, mais insuffisante pour enrayer le phénomène. C'est la condition de possibilité de l'action politique comme celle que vous faites, comme celle que nous on fait, comme celle que plein d'organismes à travers le monde font. C'est-à-dire que pour d'abord essayer de dénoncer les malversations, l'évitement fiscal, il faut avoir, dans une certaine mesure, accès à ces chiffres-là. Gabriel Zucman, qui est un grand économiste qui a fait une partie de sa carrière puis qui continue de travailler là-dessus, a fait sa renommée en travaillant sur ces chiffres-là, en essayant de donner des chiffres exacts là, de l'évitement fiscal qui avait lieu. Donc la lutte commence avec la question de la transparence, mais elle s'y arrête certainement pas. Tout à fait. Puis le principal message de Gabriel Zucman quand il sort là, ces études là, qui sont éclatantes, là, c'est toujours de dire le phénomène ne recule pas. C'est un peu comme la crise écologique. Là. On en parle, donc on se dit que les choses doivent s'améliorer, mais à tous les années, le GIEC nous rappelle qu'au contraire, on augmente année après année nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, le recul de la biodiversité. Bon, ça empire.
malgré le fait que les données pleuvent pour décrire le phénomène, mais c'est la même chose pour les paradis fiscaux. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on en parle que nécessairement le phénomène recule, et ça, Gabriel Zucman nous le rappelle année après année, puis on arrive, en fait, on rejoint son constat avec notre étude, que de dire que dans les 10 dernières années, la quantité de profits nets que les entreprises canadiennes ont transféré vers le Luxembourg annuellement a augmenté à un rythme de 20% par année. Entre 2011 et 2021, tu le mentionnais en introduction, le Luxembourg est plus transparent ou disons moins opaque depuis 2016. Bien, entre 2016 et 2021, tout de même, les entreprises canadiennes ne s'en sont pas privées et ont continué de transférer, d'augmenter leur transfert de profit net à hauteur de 20% dans les 10 dernières années ou dans les 5 dernières années, 6-7 depuis 2016. Ouais. On entendait justement une eurodéputée, on est à la veille des élections européennes en Europe, puis j'entendais une eurodéputée luxembourgeoise se vanter en disant Luxembourg est l'un des enfants modèles de la classe européenne. C'est-à-dire que même aujourd'hui, le Luxembourg rend ses rulings fiscaux publics. Le Luxembourg, donc, pour ceux qui ne savent pas, s'est fait connaître pour ses rulings fiscaux, qui sont des espèces d'ententes conclues à l'avance entre des compagnies multinationales et le gouvernement luxembourgeois pour assurer un taux minimal d'imposition à ces sociétés-là multinationales. Donc aujourd'hui, le Luxembourg donc peut se permettre de rendre tout ça transparent, de rendre ces taux d'imposition-là qui sont scandaleux publics, sans pour autant qu'il y ait une espèce de... qu'il y ait un ressac là, de l'activité d'évitement fiscal chez eux. Puis donc, je pense que pour essayer d'avancer un peu là, sur la question de la transparence, si la question de la transparence n'est pas suffisante, c'est qu'en quelque sorte, cette activité-là, elle n'est pas illégale. Ça, je pense que vous le soulignez assez bien dès la première page de l'étude. Là, il est question ici, naturellement, d'évitement fiscal et pas d'évasion fiscale, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout est légal, on s'en est assuré de bien le mentionner parce qu'on a fait, disons, un choix méthodologique aussi, puis un choix de présentation que de nommer les quelques 60 entreprises qu'on a identifiées. On n'a pas voulu anonymiser le tout pour... parce que souvent, quand on parle d'investissement direct à l'étranger, là, c'est une donnée qui donne la mesure. Là, bon, au Canada, là, les 10 pays où les entreprises investissent... les 10 entreprises où les entreprises canadiennes investissent le plus à l'étranger, ben, c'est ça, c'est les Barbades, les Bahamas, le Luxembourg, puis c'est des milliards de dollars. Ben, c'est intéressant de percer ces données-là gigantesques pour référer concrètement aux acteurs précis qui s'adonnent à ces transferts de capitaux vers le Luxembourg et autres paradis fiscaux. Donc, puisque on a choisi de les nommer, bien évidemment, il fallait le faire de la bonne façon. Et la première chose qu'on s'est assuré de faire, c'est de mentionner que nous ne suggérons en aucun cas que tout ceci renvoie à des activités illégales. Au contraire, c'est légal et c'est justement ça le problème. C'est ça, c'est ce qui rend justement la question politiquement intéressante, c'est que là, on a affaire à des sociétés qui se jouent un peu des lois, qui sont qui interprètent de manière très, disons, libérale certains articles de la loi de l'impôt sur le revenu qui se prévalent d'avantages fiscaux qui sont des fois prévus, des fois qu'ils ne le sont pas non plus. Dans le cas du Luxembourg, bon, on va le voir un peu plus tard, mais la question des conventions fiscales nous fait croire qu'il y a certains avantages fiscaux qui sont prévus par le gouvernement canadien. Pour revenir un instant à la question, là, au personnage de Gabriel Zucman, donc on a dit que lui, il faisait un effort considérable pour essayer de cibler, de donner un chiffre exact. On sait que ce chiffre exact-là, souvent, a un pouvoir mobilisateur fort. Les gens veulent savoir combien leur pays perd, combien le Canada perd. Vous avez fait le choix, ou du moins vous dites que vous ne pouvez pas produire d'estimation. Pourquoi? Bon. On a établi qu'il y a 120 milliards de profits nets qui ont été transférés vers le Luxembourg de la part des entreprises canadiennes dans les 10 dernières années. Évidemment que ces transferts-là occasionnent des pertes fiscales. Du fait qu'on nommait précisément des entreprises et les montants respectifs de profits nets qu'elles ont transférés au Luxembourg, ça, c'était des données qui était suffisamment clair pour l'affirmer. Dans le cas
des pertes fiscales. Malheureusement, on n'avait pas accès à toutes les données pour proposer des affirmations certaines. Parce que les formes de transfert renvoyaient à différents véhicules financiers, dividendes, profits, revenus, royalties, excusez le terme français qu'on oublie, là. Tout qui sont l'objet de régimes fiscaux respectifs. Ensuite, les profits des entreprises canadiennes transférés au Luxembourg n'étaient pas nécessairement générées au Canada. Elles pouvaient être générées partout dans le monde, ce qui rendait, disons, l'exercice plus complexe pour prétendre à un chiffre solide quant aux pertes fiscales. Mais puisque tu me poses la question, on va quand même y aller avec un cas de figure. Là. On va prendre Génial. Notre bonne d'âne du jour sera la banque TD, Toronto Dominion, qui, en 2020, a déclaré en profit net au Luxembourg, en pleine pandémie, rappelons-le, ça allait très mal, mais pas pour tout le monde, des profits nets de 6,6 milliards de dollars en une seule année. Pour un seul paradis fiscal. On se doute bien que la banque TD a plusieurs autres filiales un peu partout sur la planète. Les banques canadiennes sont d'ailleurs très présentes dans les paradis fiscaux des Caraïbes. Oui, c'est ça. Entre autres. À chaque fois qu'on était confronté à ces données-là sur Luxembourg, on se disait, mais qu'est-ce qu'on trouverait comme information si on avait un registre similaire dans le cas de la Barbade, des Bahamas? Ça serait hallucinant, mais bon. Donc, la banque TD déclare 6,6 milliards de dollars. Sur ces profits-là, va payer des impôts au Luxembourg de 500 000 dollars. Ça, c'est plus ou moins 0,5 de ses profits. Fait qu'un taux d'imposition de 0,5 %. Si on faisait, disons, l'hypothèse que ces 6,6 milliards de dollars-là auraient pu être imposé à hauteur, disons, de 25 %, qui est le taux d'imposition, par ailleurs, en vigueur au Québec, avec le combiné fédéral-provincial, on est à plus ou moins 25 %, on arriverait à des sommes, une ponction fiscale de 1,65 milliard de dollars en impôts tirés du 6,6 milliards de profit de la banque TD. Comparativement à l'impôt réel qu'elle s'est acquittée cette année-là au Luxembourg de 500 000 $. Donc, c'est en exclusivité quand même. Je suis très heureux que tu aies fait l'effort de merci. Ça donne quand même une idée de l'ampleur. Là. C'est des sommes considérables qui pourraient être perçues par le fisc et qui ne va pas dans nos services publics, qui ne va pas donc à lutter contre la crise écologique. Là, c'est pas rien. Donc, tu mentionnes la banque TD, donc, qui est une société essentiellement financière, une banque qui assure des services financiers. Quand on regarde, donc si vous avez consulté l'étude, vous avez peut-être pu voir donc ces grands tableaux. Si on regarde donc le tableau là, qui recense les sociétés qui étaient présentes au Luxembourg entre la période 2000 et 2021, on peut voir des noms étranges. Saputo alimentaire. 410,6 millions de profits nets déclarés au Luxembourg. Présent au Luxembourg, on en est certain, entre la période 2010 et 2022. La Sonde, le groupe Biscuits Leclerc aussi, on croirait que c'est des sociétés bien de chez nous qui sont implantées au Québec. Donc, deux sociétés encore du secteur alimentaire qui ont déclaré des profits au Luxembourg puis qui ont été présents pour une période assez étendue de temps là, au Luxembourg. Donc, même si on n'a pas nécessairement des chiffres pour tout le monde, il y a quelque chose qui ne va pas là. Est-ce que j'aurais tort de croire que les groupes Biscuits Leclerc n'ont pas nécessairement une entreprise de biscuits au Luxembourg? Les fleurons qu'on désigne là, sans craindre les abus de langage là, sont des fleurons pour qui, ultimement? C'est la question qu'on peut se poser. Là, sur les 25 plus grandes capitalisations boursières des entreprises québécoises,
Il y en a 15 ou 14 ou 15 là, qui se retrouvent dans notre tableau. Évidemment, Bombardier, Couche-Tard, la Sun Life, je pense que celle-ci est ontarienne. CGI, là, qui reçoit beaucoup de contrats gouvernementaux sur le plan de services technologiques. Ce sont des fleurons. Cogeco aussi, Québecor s'y retrouve, Dollarama, c'est à chaque fois des montants faramineux. Puis, on s'estimait chanceux de pouvoir, les prendre la main dans le sac. Là. C'est un peu ça qui nous rend possible le Luxembourg. Puis effectivement, groupe Biscuits Leclerc, on n'a pas de biscuiterie au Luxembourg, ou encore, on a aussi attrapé des pétrolières, là, gazières, Enbridge, Cenovus Energy. Cenovus Energy, anciennement connu sous le nom de Husky Energy, qui est une des majors de l'extraction de sable bitumineux. Okay. Tu te doutes bien, Edgar, qu'il n'existe pas une telle chose qu'une mine de sable bitumineux au Luxembourg et encore moins une raffinerie pour traiter ces combustibles fossiles-là. Cenovus Energy qui a quand même cumulé sur une période d'environ 8 ans 1,6 milliard de dollars au Luxembourg. Puis que de parler de ces grandes entreprises du secteur de l'énergie, c'est particulièrement préoccupant dans un contexte de crise écologique. Parce que, en matière de paradis fiscaux, on identifie à raison souvent les problèmes qui en découlent comme étant un sous-investissement dans les missions de l'État, services publics et j'en passe, transport collectif, tout ça. Mais souvent, on garde, on met pas assez de l'avant le versant de la même médaille qui est de dire, lorsqu'on enlève de l'argent à l'État, voici ce qui arrive, des crises sociales qui se répètent, et aussi lorsqu'on enrichit et qu'on permet à ces entreprises-là de garder leurs profits, qu'est-ce qu'ils font avec? Mais habituellement, lorsque Enbridge, Husky, TransCanada et autres disposent de plus d'argent du fait de ponctions fiscales diminuées, ultimement, ça aboutit généralement en plus de forage, plus d'oléoducs, plus d'activités de raffinage, bref, plus d'extraction et de combustion d'énergie fossile qui aggrave la crise écologique. Et aussi, plus d'argent dans leurs mains, c'est moins d'argent dans la main de l'État qui, eux, se voient affaiblis en matière de levier d'intervention fiscaux, financiers, pour nous sortir de cette crise-là et dégager les investissements publics nécessaires pour retourner notre économie sur elle-même et la rendre ce qu'on appelle plus sobre en carbone, carboneutre. Là, voilà, Mais donc, le gouvernement, tu le dis, je pense assez bien, là, se défait lui-même des outils pour lutter contre ce fléau-là. Vous étudiez dans le rapport là, le cas des subventions COVID, qui montre assez bien comment des subventions, donc de l'argent qui est consacré par l'État à l'aide financière aux compagnies qui se trouvaient dans le besoin dans la période de la COVID, peut se retrouver rapidement de l'autre côté de la planète, au Luxembourg. C'est ça, des proportions importantes quand même de subventions publiques, d'argent public qui se retrouvent là-bas. Avec notre étude, on était bien conscient qu'on allait mettre de l'avant une étude qui avait déjà été faite. Il ne passe pas une année sans que dans l'espace public soit mis de l'avant des données qui démontrent l'étendue du phénomène, sa gravité. Puis, avec chaque étude, ce qui est intéressant, c'est que leur méthodologie respective, les données traitées, permettent de mettre en lumière avec une plus grande précision les processus à l'œuvre. Puis l'histoire, des fois, je me sentais un peu comme un archéologue. Là, j'allais fouiller dans des données passées, mais qui refont surface. Puis, dans le cas du Luxembourg, ça a été particulièrement intéressant parce que
un des stratagèmes fiscal, en fait, le stratagème fiscal dominant qui était mobilisé par, et qui l'est encore, mobilisé par les entreprises canadiennes pour transférer leurs profits nets au Luxembourg. Bon, je vais aller, ça va être la seule partie technique là, de notre échange. Là. On te suit. Ça s'appelle la stratégie de la dette intragroupe. Ouais. Je la mentionne parce qu'elle est présentée par l'OCDE comme étant la stratégie la plus répandue et la plus facile mobilisée par les grandes entreprises pour défiscaliser leurs revenus. Bon, la stratégie de la dette intragroupe, elle est d'une simplicité. Là. C'est fascinant quand on essayait de démêler tous les chiffres là, des états financiers des entreprises au Luxembourg. Ben, on est arrivé, puis à la fin, on arrivait justement à cette stratégie de la dette intragroupe qui consiste, grosso modo, à créer au sein d'une même entreprise, d'un même groupe, des fausses dettes. Ouais. Par exemple, on va prendre Cenovus. Là. Cenovus Énergie a ce qui, anciennement de son nom, a des actifs, bien sûr, au Canada et aussi aux États-Unis. Elle y mène des activités de raffinage. Donc, Cenovus va créer une filiale au Luxembourg et va la capitaliser. Donc, va y transférer, dans son cas, c'est environ 1 milliard de dollars au Luxembourg sous forme de, grosso modo, un prêt sans intérêt. Ouais. Fait que l'entreprise canadienne transfère au Luxembourg 1 milliard de dollars. Donc, Cenovus se prête à elle-même, en quelque sorte, 1 milliard, c'est ça? Se prête à elle-même 1 milliard. Donc, elle a 1 milliard de dollars au Luxembourg, sans intérêt. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ensuite prendre ce montant-là et la prêter à sa filiale aux États-Unis, qui accomplit des activités réelles de raffinage. La filiale aux États-Unis, qui reçoit ce prêt-là, bon, tout prêt habituellement est accolé d'intérêt. Évidemment, la filiale des États-Unis, c'est Cenovus Energy, US, là, je ne me rappelle plus du nom, là, son petit nom, aux États-Unis, va à chaque année s'acquitter d'intérêt au Luxembourg, à sa filiale cousine du Luxembourg, de manière à diminuer ses revenus imposables aux États-Unis. Fait que si, par exemple, dans son cas, elle payait grosso modo 100 millions de dollars d'intérêts annuels au Luxembourg, qu'elle transfère ça au Luxembourg, ben c'est 100 millions de dollars de moins qui peuvent être imposés, dans ce cas-ci, aux États-Unis. Okay. Fait qu'on transfère sous forme de faux intérêts 100 millions de dollars à chaque année au Luxembourg. Ensuite, au Luxembourg, on déclare ça en profit net parce qu'on n'a essentiellement aucune dépense. Au Luxembourg, il y a au Cenovus, là, c'était, je pense, un salarié à temps partiel là, qui travaillait. Ouais. C'était des salaires de 10 000 $ par année. Fait qu'on va déduire ça du 100 millions de revenus. Les quelques dépenses de frais d'administration, d'avocat, bon, tout ça, ça se compte c'est des grenailles, c'est quelques milliers de dollars. Fait qu'on se retrouve avec presque 100 millions de dollars en profit net au Luxembourg. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe rien, parce qu'au Luxembourg, il n'y a aucune imposition, ou presque. La filiale Cenovus va déclarer 100 millions de dollars de profit net au Luxembourg, clair d'impôt ou presque, et ensuite, grâce, on va y venir, aux fameuses conventions fiscales de non-double imposition, va pouvoir retransférer sous forme de dividendes, je pense, les profits, les 100 millions de dollars de profits vers la société mère au Canada, et que le Canada ne pourra imposer par la suite parce qu'on va juger à partir de la convention de non-double imposition que ces revenus-là de 100 millions de dollars ont déjà été imposés au préalable au Luxembourg. Or, on sait que c'est une farce parce que dans le cas de Cenovus, on s'est acquitté là, d'impôts familiques, là, moins de 1%. Fait que cette stratégie-là, la dette intergroupe, là, je suis conscient que ma réponse est très longue, là, mais c'est l'élément, c'est le cœur de notre recherche. Et une fois qu'on a identifié cette stratégie-là de dette intergroupe, ben, on a fait une recherche sur celle-ci, faire son histoire.
sa genèse? Comment est-ce que cette possibilité fiscale, réglementaire, a évolué dans l'histoire du Canada? Quand est-ce qu'elle est née et qu'est-ce qui s'est passé durant son histoire? Fait qu'on a voulu en faire l'histoire, puis on est tombé sur des informations qui, moi, encore aujourd'hui, me renversent, mais tout de même desquelles je ne suis pas pour autant étonné. C'est que on a réalisé que cette stratégie de dette intragroupe est documentée au Canada depuis au moins 1992. Fait que ça fait plus de 30 ans. Là, ouais, c'est ça. On est tombé sur un rapport du Bureau de la vérificatrice générale du Canada en 1992 qui expliquait noir sur blanc, mieux que j'ai pu le faire il y a quelques instants, les tenants et aboutissants puis la mécanique de la stratégie de la dette intragroupe et établissait que cette seule stratégie occasionnait en dollars d'aujourd'hui des pertes fiscales pour le Canada de l'ordre de 6 milliards de dollars par cette seule stratégie-là. On est en 1992, la vérificatrice générale publie son rapport, va le présenter dans un comité de la Chambre des communes, va être écouté, va être reçu, et pour que finalement, ce rapport-là se retrouve tabletté. Soit tabletté. En bon québécois, soit tabletté. En bon québécois, soit tabletté jusqu'en 2007. Donc, 15 ans plus tard, le gouvernement conservateur de l'époque va dépoussiérer ce rapport-là et va proposer une réforme pour enrayer ou diminuer fortement cet échappatoire-là fiscal. On est en 2007. On veut, la réforme, ça s'appelle la réduction des dépenses d'intérêt admissibles. Parce que toute entreprise qui a des dépenses, habituellement, les dépenses sont déductibles d'impôts. Fait que dans le cas de Cenovus aux États-Unis, ces dépenses d'intérêt vers le Luxembourg, puisque c'est une dépense, c'est déductible d'impôts, ça réduit l'assiette fiscale. Ça réduit l'assiette fiscale, puis c'est hyper simple avec quelques modifications réglementaires, statuer que ces types de dépenses-là d'intérêt qui sont tout à fait factices ne peuvent être l'objet de déductions fiscales au Canada, aux États-Unis, tout ça. Donc, en 2007, le gouvernement conservateur va mettre de l'avant cette réforme-là et va le proposer sous la forme d'un avant-projet de loi parce que, tout régime fiscal doit pouvoir être prévisible, donc on annonce à l'avance les réformes envisagées. Et ça va faire l'objet en fait, ça va être un petit tremblement de terre là, dans le petit monde du milieu des affaires, des fiscalistes, des grandes entreprises dont la stratégie de dette intragroupe était centrale à leur montage fiscal respectif. Et pendant environ une année, puis là, ça c'est de source d'une personne bien placée à l'époque qui m'a raconté cette histoire-là. Puis grosso modo, ce qui s'est passé en 2007, c'est qu'il y a eu une pression soutenue du milieu des affaires, de sorte que le projet de loi, l'avant-projet de loi, a finalement été retiré suite au... Quand on parle de paradis fiscaux, puis qu'on essaie de comprendre, mais comment ça se fait que ça existe encore, tu sais, puis qu'on se dit, avec des exemples comme ça, là, historiques, qui nous permettent de voir noir sur blanc des épisodes de proximité. Où on a presque atteint une solution, dans le fond. Là. On avait la solution de manière pour le laisser filer. Oui, puis que c'est le fait d'une proximité incestueuse entre le milieu des affaires puis l'appareil politique qui est finalement venu à bout de cette réforme-là qui aurait permis d'enrayer la stratégie de la dette intragroupe. Puis c'est intéressant parce que, en continuant l'histoire de la dette intragroupe, il y a un nouveau chapitre qui est sur le point de s'écrire. En 2023-2022, le gouvernement, fait qu'on est, après 2007, un autre, ça y va à coup de 15 ans. Là. À coup de 15 ans, le sujet refait surface. Dans ce cas-ci, c'est le gouvernement libéral, fédéral, qui
annonce une consultation sur la question des dépenses d'intérêt admissibles. Et quand on va sur la page de consultation, qui est hébergée par le ministère des Finances et l'Agence de revenus du Canada, c'est intéressant de voir l'amnésie intentionnelle du gouvernement au regard de toute l'histoire tout à fait riche et instructive de la stratégie de la dette intragroupe, parce que nulle part dans la consultation, puis quand on présente le problème, on le présente très bien, on explique quand même la mécanique, on se garde bien de référer au rapport de 92 puis de l'épisode de 2007. Et là, le gouvernement peut se présenter en héros de la chose en disant on est proactif, regardez, on identifie un échappatoire et sans bref, bien sûr, garder sous silence toute sa genèse, qui est particulièrement gênante pour le gouvernement, puis qui permet, sans passer par aucune théorie du complot, là, de mettre de l'avant la proximité des élites économiques et financières avec le gouvernement qui explique en grande partie pourquoi est-ce qu'on est encore aujourd'hui en train de parler de ces phénomènes d'évitement fiscal. Ouais. Merci, tu es extrêmement généreux dans tes réponses. Je prendrai peut-être un moment pour prendre des questions de la part du public. On a abordé beaucoup de choses. Naturellement, on n'a pas touché, je pense, 5% là, de ce qui est contenu dans l'étude. Mais je serais curieux d'entendre, de savoir si vous avez des questions. Pierre C. Poulain a levé la main. Je vous en prie, vous pouvez prendre la parole. Vous avez juste à démuter votre micro. Bonjour, je suis Pierre-Claude Poulain du Comité Revenu Fiscalité de l'Association québécoise à la défense des droits des retraités. Nous sommes toujours à la recherche de liquidité, d'argent. Et on laisse croire qu'aux retraités qui n'ont pas de pension d'employeur, que c'était à eux de mieux planifier leur retraite, de mieux prévoir leur retraite. Alors que beaucoup de petits salariés qui ont travaillé pour des entreprises, telles que celles que vous avez nommées, n'avaient pas de pension d'employeur et avec les systèmes de pension du Canada se retrouvent plus souvent qu'autrement avec le supplément de revenu garanti pour vivre, qui est une aide sociale. Alors, 39% des retraités du Québec, et c'est à peu près la même chose au Canada, nécessitent l'aide sociale économique pour survivre, et 49% ne payent pas d'impôts, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent au même niveau. Or, il y a une iniquité, invraisemblable. Et lorsque je vois des évasions fiscales comme on apprend et qu'on nous répète fréquemment, j'aimerais connaître la réelle valeur au niveau équité fiscale dans la société entre les générations et les fuites d'argent comme ça qui s'évaporent et qui laissent du monde au seuil de pauvreté du Canada. C'est seulement depuis 2018 que le Canada soutient ses aînés selon l'indice de la mesure du panier de consommation, qui est le seuil de pauvreté du Canada, alors qu'il s'autorise des évasions fiscales. Ben oui, on mentionnait d'entrée de jeu là, les paradis fiscaux comme étant, puis les stratégies auxquelles ça renvoie, comme étant à l'origine de bien des crises et de l'absence de solutions pour celles-ci. On a mentionné la crise écologique, la crise du logement, le sous-financement des services publics et bien entendu que l'évitement fiscal qu'on décrit aujourd'hui explique d'un côté la pauvreté et de l'autre l'extrême richesse, la richesse exubérante. Puis ça fonctionne ensemble. L'un est la cause l'un est la condition de l'autre. Puis ça me permet de revenir sur un élément important des pertes fiscales en cause qui empêchent ou disons qui évitent à des entreprises ou qui aboutissent à des retraités qui sont dans des situations de revenus tout à fait inacceptable. Depuis tantôt, on a parlé des pertes fiscales directes, qui découlent des entreprises qui parviennent directement à éviter de payer leur juste part. En fait, il y a un autre phénomène qui découle des paradis fiscaux qui est encore plus important, qui est celui des pertes fiscales indirectes. Tout à fait. Oui. Ça,
ça remonte, ça s'observe sur quelques décennies. Les pertes fiscales indirectes, ça renvoie à la réponse classique que les États ont eue pour lutter contre le phénomène, qui a consisté à diminuer le taux d'imposition des entreprises de leur législation sur leur territoire respectif pour prétendument retenir les quelques capitaux qui restent, de manière à, puis ça je l'emprunte à Alain Deneau, cette formule-là, lutter contre les paradis fiscaux en les imitant. C'est ça. Puis il y a des chercheurs qui ont estimé que les pertes fiscales indirectes, concrètement, depuis les années 80, le taux d'imposition moyen des entreprises a diminué de moitié entre 1980 et aujourd'hui, passé de 50% à 25%, à peu près la même chose qui est arrivée au Canada. Mais les pertes fiscales indirectes sont à l'origine de pertes fiscales 12 fois plus importantes que les pertes fiscales directes. Puis ça, c'est directement le fait de choix politiques des États qui expliquent en partie comment est-ce qu'il est encore possible qu'il y ait des gens, des retraités, des salariés qui vivent parfois sous le seuil de la pauvreté. Dans des conditions tout à fait indécentes, là, tout à fait. Il y a une mise en concurrence des États. Par ailleurs, les États, comme tu le dis à la fin de ta réponse sur la question là, des dépenses admissibles intra-groupes, les États ont des indices assez clairs de ce qui se passe. C'est-à-dire ils ont en quelque sorte accepter de rendre les armes. Moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le rapport. Là, vous dites, en parlant de l'approche des États par rapport à l'évitement fiscal, vous dites, là, on feint de découvrir un problème pourtant bien connu depuis 30 ans, comme tu me disais, pour ensuite proposer une législation qui est minimale et insuffisante. Donc, on fait preuve d'une amnésie qui est renversante. Et on refuse, en quelque sorte, à chaque année, à chaque décennie, d'agir sur des problèmes qui sont par ailleurs bien connus. Mm-hmm. Ouais. Aviez-vous un complément de questions, M. Poulin? Oui, peut-être pour mieux m'exprimer. Ce que nous coûte au Canada l'abondance, ceux qui bénéficient de l'abondance par des crédits remboursables, par des crédits non remboursables, par de l'évasion fiscale, versus ce que nous coûte la pauvreté. C'est deux montants qu'on a on a plus de facilité à établir le montant que coûte la pauvreté, mais on a beaucoup de difficultés à établir le montant que nous coûtent les crédits non remboursables qui sont accordés uniquement à ceux qui payent de l'impôt. Et l'évasion fiscale, on a de la difficulté à avoir la somme de tout ça. Et surtout pour plaider une hausse de la sécurité de la vieillesse. C'est surtout ça. Et d'arrêter de laisser croire à la population que ce que vous avez à la retraite, c'est ce que vous méritez, c'est au mérite. Ce qui est carrément faux. C'est les systèmes qui sont faits comme ça présentement. Alors, être capable de distinguer ce que coûte l'abondance et ce que coûte la pauvreté serait intéressant dans le futur. Vous avez absolument raison, mais on a quand même souligné les grandes difficultés qu'il y a essayé de mettre un chiffre exact sur l'évitement fiscal. Mais vous avez raison, là, quand on compare ces questions-là, donc le coût de la pauvreté versus le coût là, de l'abondance, il y a un ensemble d'idées, par exemple, comme le mérite qui chute et qui sont plus difficiles à tenir dans un discours politique qu'on voudrait bien le croire. Si vous me permettez, je passerai. Merci beaucoup pour votre question excellente qui nous permet encore de placer des considérations politiques au cœur de cette question-là. Je prendrai peut-être une deuxième question, Mme Ghislaine Raymond qui a levé sa main. Oui, bonjour. Je trouve intéressante la présentation qui a été faite, puis j'apprécie grandement, je veux dire, qu'on parle des paradis fiscaux. La question, pour moi, je veux dire, a été quand même abondamment traité depuis une dizaine d'années. Je réfère, entre autres, à l'étude qui a été faite paradis fiscaux, la filière canadienne par Alain Deneau, et comment on a été, je veux dire, capable, je veux dire, dans le fond, de passer de l'historique canadienne, comment, je veux dire, c'est inscrit quasi dans les gènes des gouvernements canadiens et de leurs dirigeants et des grandes banques, je veux dire, de mettre en place des filiales de paradis fiscaux et d'avoir contribué, entre autres, dans les Caraïbes à leur existence même. Fait que si je reprends, je veux dire, ce que vous disiez, je veux dire, en lien avec la difficulté à avoir des données
effectivement, je veux dire, toute la notion du secret, je veux dire, c'est à la base de l'existence des paradis fiscaux. Ma question est la suivante. Est-ce que ce ne serait pas en taxant les entreprises là où elles ont de réelles activités? Je m'explique. Si je suis McDonald's puis j'ai 2000 succursales au Québec, les activités de mes 2000 succursales, là où j'ai des employés, où j'ai des produits, où il y a des choses, une activité économique réelle, ça, c'est ce qui devrait, dans le fond, modifier le mode d'imposition et non pas à la fin, quand il y a des profits. Parce que, je veux dire, c'est là où se joue et là où on n'a pas de prise. Mais si on les... Puis en même temps, je veux dire, ça ferait que des entités comme, que ce soit le Luxembourg ou ailleurs, là où il n'y a aucune activité économique, il ne pourrait y avoir aucun bénéfice à y mettre de l'argent parce que, je veux dire, les taxations seraient faites en amont. C'est une question importante que vous abordez dans le rapport, la question de la fameuse abstraction entre le lieu de déclaration des profits et l'activité économique réelle. Ben oui, puis c'est une excellente remarque. Puis évidemment que vous avez raison et que les paradis fiscaux vont à l'encontre de ce principe fondamental-là. Un régime fiscal doit pouvoir imposer les revenus où ils sont générés réellement. Puis, d'où la richesse est extraite, là, dans le fond. Ben oui. Puis, puis dans le cas du Luxembourg, on s'est amusé. Là, vous pourrez aller voir dans le détail. Là, on va prendre une autre entreprise. Là. Tim Hortons, Burger King. C'est la même entreprise. Là. C'est une entreprise canadienne qui possède les deux chaînes là, de restauration rapide. Simplement, uniquement en 2022, elle a déclaré au Luxembourg 12 milliards de dollars de profit net. Et là, dans l'étude, on s'est amusé à rapporter ces 12 milliards de profit net à la population du Luxembourg et qu'est-ce que ça aurait pris en termes de consommation de hamburgers et autres nourritures là, de Tim Hortons et Burger King, qui, évidemment, il n'y a pas de Tim Hortons au Luxembourg, là, mais c'était pour les fins d'exercice. Montrer comment est-ce que c'est évidemment pas parce que les Luxembourgeois, on a même été avec un jeu de mots, là, aiment beaucoup les embourgeois, les hamburgers, pour expliquer les 12 milliards de profit net au Luxembourg. On s'en sortirait beaucoup mieux en matière de régime fiscal puis d'évitement fiscal si les ministres des Finances qui se sont succédés au Canada et même au Québec dans les dernières années ne provenaient pas de milieux tant adulés dans l'espace public des grandes banques, des grandes entreprises. Évidemment, les gens qui ressortent de celles-ci avec un CV bien garni vont pouvoir assurer une saine gestion de nos finances publiques. Donc, on prend avec votre question que vous, par exemple, madame, vous seriez une ministre des Finances... Une bonne candidate. Beaucoup plus qualifiée au sens où ce serait l'intérêt général là, qui vous animerait dans vos décisions, dans votre programme politique. Puis, dernière information, là, dans le cas du Luxembourg, on a parlé de la Convention de non-double imposition dont la simple existence est une aberration. Ben, on doit à ce titre-là rappeler que c'est sous l'égide de Paul Martin, qui était ministre des Finances à l'époque, en 1999-2000, que la Convention de non-double imposition entre le Canada et le Luxembourg a été signée. Paul Martin, qui, rappelons-le, avait lui-même des participations dans une entreprise de transport maritime qui était éclaboussé par un scandale de paradis fiscaux, justement. Oui, dont justement Alain Deneau avait écrit un excellent texte. Un pamphlet, oui. Donc, oui, effectivement, je pense que tu fais bien pour conclure parce que malheureusement, c'est tout le temps dont on disposait aujourd'hui. Mais donc, pour ramener cette question-là, une question politique, pour montrer qu'il y a un historique et donc qu'il y a des décideurs qui se cachent derrière ces décisions-là, de ne jamais imposer à la hauteur, à juste hauteur les profits qui sont générés ici comme ailleurs. Donc, je vous invite, bien entendu, à aller lire cette étude qui est extrêmement intéressante, qui est accessible aussi. Je pense que vous allez pouvoir y trouver
votre compte une belle lecture d'après-midi pour égayer votre journée. Sur ce, je vous remercie de vous être connecté aujourd'hui, d'avoir assisté à ce premier midi de discussion d'une longue série, je l'espère. Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir d'ici peu dans ce format. Merci beaucoup et à la prochaine.